Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous faire une présentation sur quelques apports méthodologiques sur l'évaluation du bien-être des populations équines. Donc je vais commencer par vous introduire un peu un contexte théorique. Le bien-être, à l'heure actuelle, est un enjeu à la fois éthique, sociétal, mais aussi une question majeure pour la sécurité des usagers. Et il existe plusieurs définitions du bien-être. Mais en 2018, l'ANSES a réuni différents chercheurs pour établir une définition intégrative du bien-être, une définition complète. Donc le bien-être a été défini comme l'état mental et physique positif de l'animal lié à la satisfaction de ses besoins à la fois physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et donc cet état va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal, et il est précisé que le bien-être est un état persistant. Mais alors on peut se demander comment évaluer le bien-être chez le cheval. Et donc pour ça, différents chercheurs ont mis en évidence qu'il existait des indicateurs de bien-être qui ont été validés scientifiquement et qui permettent d'évaluer le bien-être des chevaux, et par exemple de comprendre quels facteurs vont influencer ce bien-être. Plus récemment, des protocoles plus simplifiés d'évaluation du bien-être ont été développés à destination des usagers. Ces travaux sont encore en cours et il a été montré que certains de ces protocoles comportent encore à l'heure actuelle certaines limites. Par exemple, certains des indicateurs qui sont utilisés dans différents protocoles ne sont pas toujours validés scientifiquement, ou alors certains protocoles ont été validés uniquement sur des chevaux en boxe, ce qui va apporter une certaine limite, on va le voir après. Pourquoi certains protocoles ont été validés uniquement sur des chevaux en boxe? À l'heure actuelle, l'hébergement en boxe est encore l'hébergement majoritaire chez les chevaux qu'on retrouve dans nos pays. Cependant, l'hébergement des chevaux aujourd'hui est de plus en plus diversifié. Et donc, les protocoles qui ont été établis sur des chevaux en boxe présentent certaines limites. Notamment, certains indicateurs ne vont pas être observables sur des chevaux qui sont au pré. Mais également, le score maximum de ces protocoles, le score maximum de bien-être, ne sera pas forcément le même que celui qu'on va observer sur des chevaux au pré, puisqu'on sait que le box a une certaine limite quant au bien-être du cheval. De plus, les chevaux n'expriment pas forcément de la même manière leur mal-être lorsqu'ils sont au pré et au box. Il est donc important de développer des protocoles qui soient adaptables, peu importe le mode d'hébergement des chevaux. De plus, le fait que les protocoles ne soient pas toujours adaptés rend difficile la comparaison entre des chevaux qui vivent au box et des chevaux qui vivent au pré. Un autre point important des protocoles de bien-être qui existent actuellement, c'est qu'ils permettent de faire une évaluation du bien-être à l'échelle individuelle. Alors c'est très intéressant quand on veut améliorer le bien-être individuellement pour un cheval en particulier, mais si notre but est d'optimiser globalement nos pratiques de gestion, il peut être intéressant de passer d'une échelle individuelle à une évaluation à une échelle de l'établissement, donc plutôt une approche systémique. Par exemple, dans les structures où il y a beaucoup de turnover, on peut se retrouver avec des chevaux qui stéréotypent. Si on fait une observation à l'échelle individuelle, on ne saura pas si c'est un problème lié à la gestion ou un problème antérieur à son passé. Avec une évaluation du bien-être à l'échelle de l'établissement, on va éviter ce genre de problème. Donc le but de notre étude, à nous, ça a été de développer un protocole qui est adapté à toutes les gestions et qui permet une évaluation à l'échelle structurelle. Et donc pour cela, nous avons choisi de nous baser sur des observations éthologiques, donc des observations du comportement, pour plusieurs raisons. Déjà, le comportement est quelque chose qui est facile à acquérir, même quand on n'est pas spécialisé dans l'évaluation du bien-être. Et d'autre part, il a été montré que les comportements pouvaient renseigner sur l'état de bien-être des chevaux.
Si je vous présente une petite étude ici rapidement, dans cette étude, une même population a été observée dans 2 situations différentes et on a utilisé un outil qui s'appelle le budgetant et qui permet de calculer la proportion de comportements que les chevaux vont faire. Et donc, la population a été observée dans une situation qui est plutôt défavorable au bien-être, où les chevaux n'avaient pas d'accès au foin, et dans une situation plutôt favorable au bien-être, avec des chevaux qui avaient un accès en continu au foin. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une modification complète du budgeton. Un autre point qui est plutôt intéressant quand on parle du budgetant, c'est qu'il est adaptable à toutes les situations et à toutes les gestions. Il permet à la fois de faire des observations dans des conditions de vie qui sont des conditions naturelles ou semi-naturelles, tout autant que dans des conditions très classiques, dans des conditions domestiques très classiques, telles que la vie en box. Ainsi, on s'est posé la question de savoir si le budgetant pouvait être un outil pertinent pour évaluer le bien-être dans le cadre du protocole qu'on voulait développer. Donc, pour cela, je vais vous présenter les méthodes que nous avons utilisées. Nous avons fait des observations dans 8 centres équestres différents et observé 174 équidés. Nous avons choisi ces 8 centres équestres car ils avaient des gestions très diversifiées, tant en nombre d'heures que les chevaux passaient à l'extérieur, qu'en termes d'alimentation et donc en quantité de granulés et en accès au foin. Et donc, nous avons voulu évaluer le bien-être des chevaux dans ces 8 structures afin de voir s'il y avait effectivement des états de bien-être diversifiés. Donc, pour cela, nous avons utilisé un protocole scientifique assez classique dans lequel nous avons mesuré l'état corporel des chevaux pour savoir s'ils étaient en surpoids, s'ils avaient un état corporel optimal ou s'ils étaient trop maigres. Nous avons mesuré la forme d'encolure, donc qui permet de détecter des problèmes de dos chez le cheval s'il a une encolure creuse ou plate. Nous avons relevé la proportion des oreilles en alimentation, puisqu'il a été montré que chez les chevaux qui présentent un état de mal-être, lorsqu'ils s'alimentent en fourrage, ils mangent majoritairement avec les oreilles orientées vers l'arrière. Nous avons fait des tests de relation à l'homme, en notant si les chevaux étaient plutôt positifs ou négatifs vis-à-vis des humains. Nous avons fait 2 tests, un test où un expérimentateur s'approche et va toucher le cheval au niveau de l'épaule, et un test où il approche avec une selle. Et ensuite, nous avons relevé si les chevaux présentaient des stéréotypies ou pas. Nous avons fait ces observations sur chaque individu dans chaque structure, puis nous avons calculé par structure le pourcentage d'équidés pour chaque indicateur. Nous avons, en parallèle de cela, fait une mesure du budgetant des chevaux. Donc, nous avons fait 3 observations de 10 minutes, et à chaque fois, toutes les minutes, nous avons relevé le comportement du cheval. Ce qui nous a permis d'établir un budgetant moyen par centre équestre. Et nous avons ensuite voulu voir s'il y avait des corrélations entre les résultats qu'on obtenait sur le bien-être des chevaux à l'aide de nos indicateurs validés scientifiquement et des résultats que nous obtenions avec le budgetant. Alors, pour vous montrer, donc, les 8 centres que nous avons étudiés avaient bien des populations très diversifiées en termes de bien-être, puisqu'on voit un gradient, avec des centres qui vont présenter une majorité d'indicateurs positifs et pas d'indicateurs négatifs, et des centres où les populations vont présenter beaucoup plus d'indicateurs négatifs et peu d'indicateurs positifs. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus lorsque nous avons voulu valider l'utilisation du budgetant. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans les centres où la majorité des chevaux passaient du temps en alimentation en fibres, il y avait également une forte proportion d'équidés de chevaux qui allaient passer plus de temps les oreilles en avant en l'alimentation plutôt qu'en arrière et qui n'allaient pas présenter de stéréotypie. Il semblerait donc que ce soit plutôt un indicateur positif. Lorsqu'on a regardé dans les centres où il y avait une forte proportion d'équidés qui passaient du temps au pas exploratoire, donc qui est une locomotion plutôt calme, là encore, nous avons observé des réactions plutôt positives chez ces populations et moins d'oreilles en arrière et plus d'oreilles en avant lors de l'alimentation. Donc là encore, il semblerait plutôt que ce soit un indicateur positif.
Nous avons, à l'inverse, observé que dans les centres où les chevaux passaient beaucoup de temps en attention fixe sur l'environnement, il y avait aussi beaucoup de chevaux qui s'alimentaient les oreilles en arrière et présentaient des stéréotypies. Du coup, il semblerait plutôt que ce soit un indicateur négatif de bien-être. Dans les centres où il y avait des chevaux qui passaient plus de temps à avoir des interactions sociales négatives, là aussi, on a observé plus de chevaux qui mangeaient avec les oreilles en arrière plutôt qu'en avant et qui présentaient des stéréotypies. Donc là encore, un indicateur négatif. Et enfin, nous avons observé que lorsque dans une structure, les chevaux passaient plus de temps au repos debout, eh bien, dans ces mêmes structures, les chevaux passaient moins de temps à s'alimenter avec les oreilles en avant, ce qui semblerait donc également être un indicateur négatif. Donc les résultats que nous avons obtenus avec le budget temps sont en accord avec ce qu'on connaît dans la littérature. En effet, il a déjà été montré que augmenter la durée d'alimentation en fibres chez les chevaux, une augmentation de la durée d'alimentation chez les chevaux, est plutôt indicateur d'un meilleur bien-être. Qu'une locomotion active, à l'inverse d'une locomotion calme, est plus prévalente dans des conditions où les animaux présentent un bien-être altéré, que les chevaux qui ont un nombre important d'interactions sociales négatives sont plutôt dans des états de mal-être, à l'inverse des chevaux présentant plutôt des interactions positives. Et enfin, qu'une attention calme à l'environnement est plutôt positive en termes de bien-être, à l'inverse d'une attention fixe. Concernant le repos, dans la littérature, on va retrouver qu'une absence de repos couché chez le cheval est plutôt indicateur de mal-être. Nous, ce qu'on a observé très peu de repos couché dans notre étude. En revanche, on a observé beaucoup de repos debout. Et il semblerait que le repos debout soit plutôt indicateur de mal-être. Donc il serait intéressant d'avoir des études plus spécifiquement sur cet aspect-là pour voir si il y a une réelle différence entre le repos couché et le repos debout chez le cheval et si ça peut effectivement renseigner sur son état de bien-être. Nous avons ensuite utilisé notre budget temps pour voir si ça confirmait des pistes d'amélioration en termes de gestion des équidés. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans les centres où les chevaux avaient plus de temps d'exercice libre au pré ou au paddock, il y avait moins de comportements sociaux négatifs, donc ce qui est plutôt synonyme de bien-être comme on l'a vu juste avant, et que dans les centres où la majorité des chevaux étaient nourris exclusivement en fibres, il y avait moins d'attention fixe et moins de comportements sociaux négatifs, là aussi ce qui est plutôt positif en termes de bien-être. Et donc ces résultats se regroupent avec ce qu'on connaît dans la littérature, puisqu'il a déjà été montré qu'une possibilité d'exercice libre améliore le bien-être et qu'une alimentation avec un accès en continu à des fibres plutôt qu'à des concentrés très énergétiques est plutôt positif pour le bien-être. Et donc on en arrive à la conclusion. Ce qu'on a pu montrer, c'est que le budget temps est un outil validé scientifiquement qui permet de mesurer le bien-être. Que le temps passé en alimentation et en locomotion calme est plutôt un indicateur de bien-être et que le temps passé en attention fixe et en interaction sociale négative est plutôt un indicateur de mal-être. L'avantage du budget temps, c'est que c'est un seul outil qui est relativement complet puisqu'il permet à la fois de mesurer des indicateurs de mal-être et des indicateurs de bien-être, et qu'il est plutôt rapide à récolter. Nous avons fait des observations qui ont duré seulement 30 minutes en utilisant le budget temps, alors que nous avons passé 1h30 à relever l'ensemble de nos indicateurs. En ce qui concerne l'évaluation à l'échelle de la structure, le budget temps permet de faire ces observations et l'évaluation à l'échelle de la structure permet d'évaluer le bien-être de populations et de structures très diversifiées et permet de faire des observations qui vont être comparables entre les structures. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'observation des chevaux dans leur activité habituelle est riche en informations et que le budget temps est un outil pertinent pour mesurer le bien-être des équidés.
Nous avons aussi, au vu des résultats que nous avons pu voir, pu confirmer que l'état de bien-être correspond à un état calme chez le cheval. Alors, à ne pas confondre avec de l'apathie qui est un indicateur de mal-être, mais qui est facilement reconnaissable sur des indices posturaux. Et donc, en conclusion, cette étude est un premier pas vers l'établissement de profils qui lient à la fois la gestion et le bien-être à l'échelle des populations. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Merci bien.